Bonjour Jean-Bruno Tagneux, vous êtes journaliste camerounais, vous êtes diplômé de la 34e promotion de l'ESTIC, l'école de journalisme de Yaoundé, et vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, notamment celui que vous venez nous présenter, Accordé avec fraude, qui parle de la machine électorale camerounaise, grosso modo. Bonjour et merci de me recevoir dans cette émission. Alors juste une toute petite correction dans cette présentation, c'est qu'effectivement je suis ancien étudiant de l'ESTIC, de la 34e promotion. J'y ai été, mais je suis sorti, j'en suis parti sans prendre mon diplôme. Il faudrait qu'on soit tout à fait clair. Voilà, j'y ai passé 3 années et ensuite j'ai pas pris mon diplôme pour des raisons qui me sont personnelles. Cela dit, vous êtes un journaliste qui a plus d'une dizaine d'années d'expérience derrière lui. Vous avez commencé dans la presse écrite, au quotidien Mutation. Vous avez été à la tête du service des sports, puis du service politique, avant de rejoindre Canal 2 International, où vous présentiez la grande interview. Oui, alors donc j'ai commencé par Mutation. Effectivement, j'ai passé quelques années à Mutation, où j'avais un statut assez bizarre quand même, stagiaire puis pigiste, et j'ai commencé le métier de journaliste de manière professionnelle, c'est-à-dire comme salarié au quotidien Le Jour. En 2007, c'est nous qui avons lancé le quotidien Le Jour. J'y ai occupé tour à tour les fonctions du chef du service des sports, ensuite chef du service politique, puis grand reporter, et c'est de là que je suis parti à Canal 2 pour en être le directeur général adjoint chargé de l'information. Et vous avez notamment publié plusieurs livres, notamment sur le sport, les Lions indomptables du Cameroun, qui ont été une source de travail très importante pour vous. Et ce livre, dont le titre a quand même des allusions très sportives, on a l'impression que c'est du basketball. Oui, effectivement, c'est mon passé de journaliste sportif qui me rattrape. Mon premier livre, vous l'avez dit, c'était en 2010, Programmé pour échouer, enquête sur la débâcle des Lions indomptables en Afrique du Sud. Lors de la Coupe du Monde. Lors de la Coupe du Monde, la toute première organisée en terre africaine. J'étais journaliste sportif. Et 4 ans plus tard, en 2014, je publie La tragédie des Lions indomptables. Et cette fois, je reviens avec un ouvrage qui est tout à fait politique et qui traduit un peu le changement dans ma trajectoire professionnelle, c'est-à-dire je suis parti du journalisme politique du journalisme sportif pour devenir journaliste politique désormais, et donc je publie cet ouvrage, vous l'avez dit, Accordé avec fraude de Ahidjo Abiya, comment sortir du cycle des élections contestées. Effectivement, Accordé avec fraude, l'allusion elle est sportive, notamment avec le basketball, où on peut accorder des points malgré la faute, et donc j'ai fait un petit jeu de mots, j'ai parlé de Accordé avec fraude. D'accord. Alors, est-ce que ce livre tente de démontrer qu'au Cameroun, l'un des sports politiques les plus pratiqués, c'est celui de la fraude? Oui, ça c'est bien dit ça. Absolument. En fait, je montre dans cet ouvrage qu'il n'y a jamais eu d'élection juste, d'élection au vrai sens du terme. Parler d'élection au Cameroun, c'est un abus de langage. Depuis la période coloniale jusqu'à nos jours, donc les régimes successifs au Cameroun, de Biya à Ahidjo, ont souvent organisé des simulacres d'élections pour se donner un vernis démocratique, mais en fait d'élections, il s'agit de simples mascarades. Ahidjo est arrivé au pouvoir parce que les Français avaient triché pour lui, les Français avaient organisé une fraude à son compte, parce que Ahidjo paraissait quelqu'un de sûr, entre guillemets, pour les intérêts français, et donc on a mis toute la machinerie en œuvre pour qu'il arrive au pouvoir. Paul Biya... En interdisant l'UPC. D'abord en interdisant l'UPC en 1955, ensuite en organisant également des fraudes massives, parce que dites-vous bien que comment est-ce que l'UPC, qui était de loin le parti le mieux organisé au Cameroun, qui avait des leaders charismatiques avec une vision très très claire de ce qu'il voulait du Cameroun, comment un tel parti n'a pas pu remporter des élections au Cameroun au profit de partis parfois tribaux, avec des leaders qui n'en étaient pas, qui étaient simplement des suppôts de l'administration coloniale, pour la simple et bonne raison que l'administration coloniale française trichait pour le compte des personnes qu'il jugeait sûres. Ensuite, en 82, Paul Biya arrive au pouvoir en succédant à Ahidjo, comme vous le savez.
Et la qualité des élections ne va pas s'améliorer. Le parti unique continue jusqu'en 1990, lorsqu'il est contraint d'ouvrir le jeu politique. Et ensuite, à partir de ce moment-là, il y a le multipartisme au Cameroun. Les premières élections sont organisées. Il y a également des fraudes, mais la machinerie n'est pas encore très très bien huilée, parce que jusqu'à présent, ils ne savaient pas les élections, c'était vraiment du plébiscite, puisqu'il y avait un seul parti. Et donc, une fois qu'ils ont eu affaire à la concurrence à partir de 1992, lors des élections législatives, ils échouent, parce que le RDPC, le parti de Paul Biya, n'obtient que 88 députés, l'UNDP a des députés, donc l'opposition à la majorité absolue. Et donc pour reprendre la main au sein de l'Assemblée nationale, il a fallu, disons-le, hein, c'est un peu vulgaire, mais c'est la réalité, on a acheté des gens, on a acheté l'UPC, on a acheté le MDR de Dakole Daïssala à coup de postes. Avec ces deux députés. Absolument, à coup de postes dans le gouvernement, et c'est comme ça qu'il a pu reprendre la main au sein de ce Parlement. Et on a l'impression qu'à partir de ce moment-là, le président Biya et son régime ont dit plus jamais on ne nous y reprendrait. Ils ont mis en place une ingénierie de la fraude efficace qui leur garantit des victoires de 80% au moins. Lors de la dernière présidentielle, il a été déclaré vainqueur à 71%, et je peux vous dire qu'il était très fâché, parce que 71% c'est très peu. C'est vrai. Il y en a beaucoup qui promettaient d'ailleurs que le score 100%. serait beaucoup plus élevé. Oui. Alors, nous arrivons justement en 2018. Il y a cette élection présidentielle qui a donné lieu à un contentieux post-électoral dont les Camerounais ont suivi le déroulement tout au long des audiences qui étaient filmées, radio et télédiffusées. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Alors, je pense que la présidentielle de 2018, le tournant de cette présidentielle de 2018, ça a été la décision du gouvernement et de la CRTV, parce que la CRTV, c'est la voix de son maître, évidemment. La Cameroun Radio Télévision. La télévision publique camerounaise. Donc, le nœud de la présidentielle de 2018, ça a été la décision du gouvernement et de la CRTV de diffuser en direct le contentieux électoral. Malheur en a pris, parce que par le passé, on avait assisté, quand il y avait des candidatures un peu farfelues, le contentieux électoral consistait à corriger la saisine d'un certain nombre de candidats et de partis politiques qui n'arrivaient même pas à rédiger un recours devant le Conseil constitutionnel, enfin devant la Cour suprême qui tenait lieu de Conseil constitutionnel à l'époque. Donc la plupart des requêtes en annulation des élections étaient rejetées rien que sur la forme. Sauf que cette fois, ils ont eu affaire à un certain nombre de partis politiques qui étaient un peu mieux organisé. On a eu le SDF, on a eu surtout le MRC avec son candidat Maurice Kamto qui ont tenu le contentieux et le public en haleine. Et du coup, les gens se sont rendus compte de la mascarade que pouvaient représenter ces élections, parce que les avocats, que ce soit du SDF ou du MRC, ont réussi à mettre le doigt sur les problèmes que pose l'organisation des élections au Cameroun. Juste pour vous prendre deux exemples, on n'en a pas pour toute la journée dans cette émission, malheureusement. Voilà, donc, juste pour vous prendre deux exemples. Un, Elections Cameroun, l'organe en charge de la gestion du processus électoral, dont les membres sont tous nommés par le président de la République. D'accord, ce n'est pas un problème, sauf qu'une disposition dit qu'ils ont un mandat qui est éventuellement renouvelable. Le problème, il est au niveau du éventuellement. En clair, cela signifie quoi? Si vous vous tenez bien, on vous reconduit dans vos fonctions, et si vous essayez de jouer les héros, bah écoutez, on nomme d'autres personnes à votre place. Pareil pour le Conseil constitutionnel, dont une bonne partie des membres sont des militants du MRC, et ce n'est pas une vue de l'esprit, du RDPC, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est la réalité. Le président du Conseil, son épouse, elle est députée du RDPC, il y en a qui sont membres du bureau politique, et le jour du contentieux électoral, leur nom figurait encore sur le site internet du RDPC. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu un effort d'essayer d'arranger cette manigance. Pour moi, cela fait partie de la fraude, parce que quels que soient les résultats, ou alors quel que soit ce que vous avez fait sur le terrain, si l'arbitre en charge de proclamer les résultats appartient à un camp, il est évident que vous partez perdant. Est-ce que c'est à la suite de cette élection et du contentieux qui s'en est suivi que vous avez décidé de publier ce livre, ou alors vous aviez déjà commencé le projet et il a été simplement un catalyseur pour vous emmener à le sortir plus vite que vous ne le pensiez? Absolument. En fait, j'ai commencé à écrire cet ouvrage en 2011.
en 2011 lors de l'élection présidentielle de cette année-là. Et j'étais le chef du service politique du quotidien Le Jour. Et donc, j'ai couvert cette élection-là sur le terrain. J'ai observé également un certain nombre de dysfonctionnements et des cas de fraude qui heurtent la conscience de toute personne qui est soucieuse de transparence. Lesquels, par exemple? Par exemple, moi j'ai vu des petits-enfants, c'était dans un quartier qui s'appelle Nkondongo, des enfants à qui, voilà, Yaoundé, des enfants à qui on avait distribué des cartes d'électeurs qui ne leur appartenaient pas, et ils étaient chargés vers la fin de la journée, au moment où on doit fermer les bureaux de vote, d'aller voter à plusieurs reprises. Et je l'ai su comment? Parce qu'à un moment donné, ces enfants-là ont commencé à faire du bruit parce qu'ils exigeaient d'être payés. Ils n'avaient pas été payés pour le sale boulot, et donc j'ai enregistré ces enfants-là qui se plaignaient effectivement. Quand vous voyez ce genre de choses, c'est un tout petit peu gênant. J'ai également observé avec mes correspondants qui étaient dans les autres régions du Cameroun les cas de violence qui étaient exercés contre des représentants de l'opposition, interdits par exemple d'entrer dans certains bureaux de vote, ainsi de suite. Donc il y a eu, comme je le disais tout à l'heure, un certain nombre de faits qui heurtent la conscience de toute personne qui est soucieuse de transparence, qui est soucieuse de démocratie véritable. Et à partir de ce moment, j'ai décidé de faire un livre pour raconter l'élection au Cameroun. Et grâce à mes lectures, je me suis rendu compte que en fait, ce qui se passait n'avait pas grand-chose de nouveau. Il y a eu peut-être une amélioration dans la technique, mais cela existe depuis. Et donc, c'est pour ça que cette année, au lieu de me contenter de raconter ce qui s'est passé en 2018, au risque de faire un ouvrage qui soit simplement anecdotique, j'ai décidé de revenir un peu plus loin depuis les années 40 avec les toutes premières élections qui sont organisées ici, comment le Cameroun était représenté à l'Assemblée de l'Union française et tout ça. Voilà, donc pour raconter un peu tout ce processus jusqu'à ce jour, en insistant bien évidemment sur l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, qui a été quand même l'une des élections peut-être la plus disputée depuis celle de 1992. D'accord. Aujourd'hui, la plupart des partis politiques au Cameroun ont décidé, alors que les élections sont couplées, il y aura à la fois les législatives, les municipales, et pour les régionales qui suivront, ce sont les élus qui sortiront de ces élections qui pourront obtenir un mandat. Certains partis ont décidé, notamment le MRC de Maurice Kamto, de ne pas prendre part aux élections. Est-ce que vous trouvez cette décision logique, cohérente, justifiée? Alors, avant la décision du MRC, de Maurice Kamto, de ne pas aller à ces élections, j'avais publié un texte qui, le titre c'était « To go or not to go ». Faut-il aller ou non à ces élections? Pourquoi? Parce que la première chose, c'est le jeu est faussé. Donc, l'opposition ne pourra pas gagner en l'état actuel des choses. C'est impossible. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Elle ne pourra pas gagner ces élections. Alors, faut-il y aller? Là, maintenant, si l'opposition n'y va pas, est-ce que les élections ne vont pas avoir lieu? Non, les élections auront quand même lieu, même si certains partis de l'opposition, parce que quand on dit l'opposition, ça ne veut absolument rien dire. L'opposition au Cameroun n'est pas un monolithe. Il y a plusieurs oppositions. Maurice Kamto n'est pas opposant au même titre que, bon, enfin, je préfère ne pas, je préfère ne pas donner de nom, ou alors le SDF n'est pas un parti d'opposition au même titre qu'un autre. Voilà, donc je pense qu'il faut être clair là-dessus. Tous ne font pas la même chose dans l'opposition, tous n'ont pas les mêmes objectifs. Il y en a qui sont là simplement pour accompagner le pouvoir et donner un semblant de multipartisme, alors qu'en réalité, ce sont des alliés objectifs du parti au pouvoir. Donc, alors, si des partis politiques, du moins les plus sérieux, refusent d'aller aux élections, qu'est-ce que cela change en fait? Parce que l'élection aura quand même lieu. Mais, à un moment donné, il faut aussi marquer les esprits. Et c'est en ce sens-là que je pense que l'acte du MRC est encouragé. Parce que aller aux élections dans le contexte actuel, c'est faire le choix d'attribuer quelques postes de députés à des individus et attribuer quelques postes de conseillers municipaux à des individus, mais ce qui va donner une position intéressante à des individus, mais ne va pas changer le système, ne va pas changer l'environnement politique du Cameroun. C'est en cela que personnellement, je trouve que la décision du MRC de ne pas aller à ces élections a été très très courageuse, parce que évidemment, même en interne, il y a quelques ambitieux qui s'y voyaient déjà, mais pour, j'imagine, l'intérêt de tous,
les dirigeants de ce parti-là décident qu'il faut mettre l'accent sur la modification des règles du jeu. Et je pense que c'est une décision courageuse qu'il faut observer pour voir qu'est-ce que la suite va donner. Jusqu'à présent, les autres partis politiques, le SDF et tous les autres partis... Le CPP, par exemple, le qui a été CPP, en tête. Absolument. Et là-dessus, Kawala est très cohérente. Depuis sa participation à l'élection présidentielle de 2011, elle a été traumatisée par ce qu'elle a vécu lors de ces élections-là. Elle a décidé qu'elle n'ira plus aux élections tant que les règles du jeu ne vont pas être changées. Je pense qu'elle est tout à fait cohérente sur ce point. Mais est-ce que ce n'est pas une façon, comme en 1992, quand l'opposition a décidé de ne pas aller aux législatives, est-ce que ce n'est pas une façon d'ouvrir un boulevard au parti de Paul Biya, le RDPC, pour avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale? Même si les partis étaient allés à ces élections, le RDPC aurait obtenu sa majorité absolue à l'Assemblée nationale. Même si certains partis de l'opposition avaient réussi à obtenir quelques postes de députés, cela n'aurait pas empêché au RDPC d'acheter également ces partis politiques-là, comme il l'a fait en 92 avec l'UPC. L'UPC qui a quand même été un allié et continue. Oui, et continue aujourd'hui d'être allié du RDPC, le MDR, ainsi de suite. Donc je veux dire qu'en fait, le problème des élections, c'est qu'il doit être traité de manière globale. Il doit être traité de manière globale. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, de dire, bon voilà, un parti qui refuse d'aller aux élections, c'est qu'il va s'exclure de la scène politique pendant les 5 prochaines années, mais c'est absolument faux. On peut exister politiquement en dehors de la politique du cadre institutionnel, c'est-à-dire d'avoir des députés, des conseillers municipaux. Non, on peut continuer d'agir sur le terrain dans le sens de l'éducation des populations, dans le sens de l'éducation des masses, dans le sens même de l'activisme, sans pour autant être à l'Assemblée nationale ou alors dans les conseils municipaux. C'est une décision courageuse. J'espère qu'en dehors de ce boycott des élections, le MRC a une véritable stratégie, parce que 5 années, c'est rien, mais c'est en même temps long. Lorsqu'on parle de politique, il y a des militants qui étaient très ambitieux, qui se voyaient déjà dans les conseils municipaux ou alors à l'Assemblée nationale. Il y a un discours à leur tenir, il y a de la réflexion à mener pour continuer à mobiliser les troupes, pour ne pas que les gens se découragent et abandonnent la lutte. Autre chose, il y a eu un grand dialogue national par rapport à la crise dans les 2 régions dites anglophones du Cameroun. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que sur le plan du code électoral, il y a une nécessité également d'avoir ce grand dialogue national-là pour remobiliser toutes les forces politiques autour du jeu électoral, en le rendant beaucoup plus inclusif et beaucoup plus impartial qu'il ne l'est jusqu'à présent? Alors tout à fait. En fait, aujourd'hui, on est fondé à se demander finalement pourquoi le président de la République a organisé ce grand dialogue national. Officiellement, c'était pour essayer d'apporter des solutions à la crise qui secoue les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis bientôt un peu plus de 3 ans. C'est depuis 2016 que cette crise est née et aujourd'hui, le bilan humain est extraordinaire. On parle de près de 3000 morts, près de 500 000 déplacés. Je pense que depuis, c'est la plus grosse crise humanitaire qu'a connu le Cameroun depuis son indépendance jusqu'à ce jour. C'est assez grave, mais on n'a pas le sentiment que le pouvoir prend le problème à bras le corps. Et lorsqu'il y a eu ce grand dialogue national, beaucoup ont espéré qu'effectivement on sortirait de là avec des solutions concrètes qui permettraient de sortir de cette crise. Sauf que malheureusement, on est allé à ce grand dialogue en l'absence des principaux acteurs de cette crise, c'est-à-dire les sécessionnistes anglophones. Parce que malheureusement, il y a les ultras du pouvoir qui estiment qu'on ne peut pas discuter avec ceux qui ont pris des armes contre leur pays, ce qui me semble être une hérésie. On peut, lorsqu'on a envie d'aller vers la paix, on ne s'exclut de rien. On ne se refuse rien lorsqu'on veut une paix véritable. Donc aujourd'hui, on est au même point, on est sorti du grand dialogue national. Les armes continuent de siffler dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. À côté de cela, beaucoup pensaient que ce grand dialogue national pouvait aboutir à la modification du code électoral pour rendre le jeu électoral plus transparent. Il n'en a rien été. Et au sorti de cette élection, aujourd'hui, on convoque le corps électoral pour aller aux élections législatives et municipales, ce qui signifie une exclusion de fait
des régions du nord-ouest et du sud-ouest parce que de toutes les façons, on ne pourra pas voter de manière sereine là-bas. Évidemment, le gouvernement va forcer pour donner l'impression aux Camerounais naïfs et à la communauté internationale que voilà, tout se passe bien dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ils vont forcer pour qu'il y ait quelques bureaux de vote ouverts et on va se contenter de cela à grand renfort de propagande des médias publics. Mais la réalité est qu'on ne pourra pas voter de manière sereine dans ces deux régions-là. Et c'est une exclusion de fait de ces deux régions qui se plaignent déjà d'être marginalisées et c'est bien dommage. Est-ce que l'exclusion n'a pas déjà eu lieu lors de l'élection présidentielle d'octobre 2018? Tout à fait, avec un taux de participation qui était quand même assez ridicule, ce qui était prévisible. On a également remarqué, et ça c'était nouveau au Cameroun, que lors de la présidentielle, il y a des observateurs qui se sont présentés comme tels, mais qui n'en étaient pas. Oui, et cela pose, au-delà du cas presque caricatural de ces pieds nickelés qui sont arrivés au Cameroun se faisant passer pour des observateurs de Transparency International, alors que c'était d'authentiques imposteurs, et qui avaient été trimballés dans les médias publics et même certains médias privés présentés comme des observateurs de Transparency International. Je parle d'ailleurs d'eux dans mon livre, et qui ont été interviewés dans les médias pour dire que jamais il n'avait assisté à une élection aussi transparente et tout. C'est extraordinaire, quoi. Mais au-delà de cette caricature-là, finalement, il y a, cette affaire pose le problème de la certification internationale des élections. Et dans mon ouvrage, je parle en fait des observateurs internationaux comme des touristes électoraux. Parce qu'en fait, quand vous envoyez soi-disant des observateurs, ils débarquent à Yaoundé, ils sont logés au Hilton, ils ont une audience avec le Premier ministre ou alors le ministre de l'administration territoriale, qui leur fait un briefing, ils sont super bien encadrés et tout, et ils vont dans quelques bureaux de vote, ils ne manquent jamais dans le bureau de vote où le président Paul Biya vote, ils vont également dans quelques quartiers chics de Yaoundé, ils observent ce qui se passe, et à la fin, ils ont une phraséologie qui est classique. Les élections se sont globalement bien déroulées. Les cas d'irrégularité observés ne sont pas de nature à remettre en question les résultats et tout, ce qui est quand même terrible. Et parfois, les gens poussent le mépris très loin au point de dire les élections sont bien passées parce que les bureaux de vote ont ouvert à l'heure. Excusez-moi, mais je considère ça, venant des gens qui arrivent tout droit d'Europe, comme du racisme. C'est-à-dire que nous, les Noirs, comme nous avons la réputation d'être toujours en retard, si pour une fois on ouvre les bureaux de vote à l'heure, ça veut dire que tout était parfait. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on soit sérieux. Et si la communauté internationale voulait vraiment que les élections se passent bien dans les pays africains, ou alors au Cameroun, que je connais un peu mieux, je pense qu'il pourrait agir autrement. D'abord sur les règles du jeu en amont, ensuite au niveau de l'observation. C'est-à-dire qu'ils peuvent apporter des financements pour appuyer les partis politiques afin qu'ils aient des représentants dans tous les bureaux de vote. Ça, c'est une idée. Mais de nous envoyer des touristes qui à la fin tiennent un discours qui est tout à fait classique ne me semble pas être autre chose qu'un soutien ou alors une caution à la fraude électorale. Est-ce qu'il est possible, par exemple, de s'arranger malgré les défaillances qu'il peut y avoir en termes d'infrastructure pour que les résultats soient proclamés beaucoup plus vite qu'ils ne le sont aujourd'hui au Cameroun? Parce que c'est également l'un des points qui fait achoper pour les élections à venir. Les gens ont noté que ça pouvait se tenir le 9 février et qu'entre le 9 et le 12, il y aurait un temps mort au cours duquel personne n'aurait de contrôle sur les urnes et les bulletins qui ont été, voire sur les documents qui sortiront des bureaux de vote. Il y avait de vraies inquiétudes par rapport à cela. Comment est-ce qu'on fait pour assainir cela et garantir aux gens qu'une fois les votes exécutés et comptabilisés, il n'y aura pas d'intervention qui viendra infléchir le résultat tel qu'il a été publié dans les bureaux? Alors tout cela fait partie effectivement de la fraude, c'est-à-dire le temps d'attente entre la clôture des bureaux de vote et la proclamation des résultats, y compris des premières tendances. Vous savez très bien que tout cela est encadré, y compris les médias n'ont pas le droit, dit-on, de donner les tendances. C'est-à-dire quoi? Un journaliste qui se retrouve dans un bureau de vote n'a pas le droit de faire un direct pour dire je suis à Bastos, le bureau de vote vient de fermer, le candidat Joshua aussi est en tête avec 57 voix, suivi de Cabral Libi avec 30 voix, puis de Paul Biya avec tant nombre de voix.
c'est interdit, ce qui est une hérésie, parce que ça, c'est ce que le b.a.-ba du journalisme, c'est-à-dire vu et entendu. J'étais dans un bureau de vote, j'ai vu qu'on a clôturé, et voici ce qui était écrit. Et lorsqu'on a tout cela, on peut faire la sommation et donner les résultats. Donc pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Et moi, si j'étais patron de médias, je donnerais cette tendance-là et je verrais sur quelle base légale on pourrait m'attaquer. Sauf que malheureusement, ils ne sont pas très courageux, les médias. Alors, donc, ce temps d'attente favorise également la fraude. Et on ne peut pas... de 10 jours quand même. Oui, c'est au-delà de 10 jours. Je pense que pour la présidentielle, il a fallu attendre 15 jours. C'est énorme. Quand vous prenez la plupart des pays africains, 24 heures après, on connaît les résultats. On l'a vu en Tunisie, on l'a vu même au Nigeria, on l'a vu au Sénégal, on l'a vu en Afrique du Sud. En fait, le Cameroun est encore dans une espèce d'archaïsme. Et l'un des reproches que moi j'ai entendu contre le professeur Kamto lorsqu'il a 24 heures après les élections, dit qu'il avait gagné ces élections. L'argument fatal du pouvoir, c'était de dire comment a-t-il fait pour avoir les résultats de ces élections à peine 24 heures après. Je dis mais c'est n'importe quoi. Même en France, quand TF1 ou France 2 donnent le nom du vainqueur de l'élection présidentielle, ils n'ont pas encore tous les résultats. Parfois, on dit que c'est sur la base des sondages sortis des urnes. Oui. Ça veut dire que sur la base des statistiques, on n'a pas besoin d'avoir les résultats de tous les 25 000 bureaux de vote pour avoir une idée, une tendance très claire de qui a gagné les élections. C'est une question de statistiques, je n'en suis pas un spécialiste, mais demandez à n'importe quel statisticien, il vous le dira. Donc, dire qu'on ne peut pas avoir les résultats des élections 24 heures après la clôture des bureaux de vote, c'est absolument faux. C'est simplement parce qu'on ne veut pas bien faire des choses. Il y a très peu, c'est vrai, il y a des zones enclavées au Cameroun et tout, mais il y a la plupart des endroits au Cameroun aujourd'hui, on peut avoir une ligne téléphonique où on obtient des résultats si on a envie de bien faire les choses. Tout est au niveau de la volonté. Est-ce qu'il y a une volonté réelle d'avoir des élections transparentes? Est-ce qu'il y a une volonté réelle de donner aux Camerounais la vérité de leur vote? Je ne le pense pas. Donc ce temps d'attente, effectivement, c'est un problème et cela fait partie des choses qu'il va falloir changer si on voudrait que la démocratie et le système électoral camerounais soient efficaces. Est-ce que l'opposition en elle-même est suffisamment préparée pour contrer les cas de fraude qui pourraient se présenter? On a vu pour le contentieux post-électoral après la présidentielle, mais est-ce que de façon générale, dans le cadre du fonctionnement de l'ECAM, l'opposition est suffisamment outillée pour annuler, annihiler et empêcher que les opérations de fraude se produisent? Disons que l'opposition a très peu de moyens réels pour pouvoir faire face à la machine de fraude du pouvoir. C'est difficile. Sur le plan légal? Sur le plan légal. Et même sur le plan matériel, il est très très difficile pour l'opposition de pouvoir agir. Et l'autre chose également, c'est que, et c'est la faute à l'opposition, c'est l'absence de culture politique de la part d'un certain nombre de militants de l'opposition. Très peu mènent le combat, mais parfois ne se rendent même pas compte de pourquoi est-ce qu'ils se battent, où est-ce qu'ils veulent arriver, ainsi de suite. Donc d'abord, beaucoup qui vont dans les meetings de l'opposition, qui sont très actifs dans les réseaux sociaux, au moment où il faut aller voter, ne sont pas du tout inscrits sur les listes électorales. C'est une faiblesse. Parce que les vrais militants du parti au pouvoir sont les premiers à aller s'inscrire sur les listes électorales. Ils sont les premiers à aller voter le jour du scrutin. Or, ceux de l'opposition, ils sont tellement chauds. Ceux qui réussissent l'espoir d'aller s'inscrire sur les listes électorales, au moment d'aller retirer leur carte, ils ne le font pas. Au moment d'aller voter, ils ne le font pas. Ce qui réduit les chances de l'opposition. Il y a certes une fraude qui est réelle, mais il y a également que l'opposition travaille très peu sur la culture et l'engagement politique de ses membres et c'est une faiblesse. Et il va falloir effectivement que l'opposition travaille là-dessus, sinon ça va être toujours de la pleurnicherie éternelle. Ce qui n'empêche pas de constater que la fraude est une réalité, mais il y a du travail à faire. Et maintenant au niveau de la presse, parce que quand on a dit tout cela, il faut bien que la presse aussi prenne sa part dans le débat politique et dans le débat des idées qui permettent de faire progresser le jeu politique. Est-ce que la presse est irréprochable au Cameroun?
Absolument pas. Si on veut être honnête et se regarder un peu dans la glace, on peut dire que parmi les fossoyeurs de la démocratie au Cameroun, il y a la presse. On a une presse, malheureusement, la presse c'est un peu comme les partis politiques, donc c'est un peu, c'est pas juste de parler de la presse camerounaise, ça veut rien dire. Il y a plusieurs médias au Cameroun, chacun avec une ligne éditoriale, une philosophie et tout. Mais globalement, ce qu'on observe, c'est que il y a une pègre journalistique qui est assez étendue au Cameroun. Beaucoup sont corrompus, beaucoup sont achetés par le pouvoir. Il y a une absence de formation parce que pour moi, un journaliste qui n'a pas un substrat idéologique et culturel assez fort est dangereux non seulement pour lui-même, mais également pour la société. Parfois, il faut croire en quelque chose. Le journalisme, c'est pas un métier qu'on fait comme ça, non. Il faut croire en quelque chose aussi. Et quand vous regardez dans un pays où des journalistes ne s'indignent pas, que des militants ou alors des individus soient interpellés simplement pour avoir organisé une marche, jugés par un tribunal militaire et qui risquent la peine de mort, que des journalistes ne s'en indignent pas, c'est effrayant. C'est effrayant. Je pense que le rôle de la presse, c'est également d'éduquer les populations, c'est également parfois de s'indigner lorsque des choses aussi grossières peuvent se passer. Il y a même des journalistes qui estiment que le jeu électoral est tout à fait clair au Cameroun et donc ils estiment circuler, il n'y a rien à voir. La preuve, depuis que cet ouvrage est sorti, j'ai jamais été invité dans une chaîne de télévision camerounaise. Ben oui, c'est tout à fait inquiétant. Oui. Il y a quelques médias, notamment des web TV comme la vôtre qui m'ont invité et également des radios à Douala, mais les grands médias comme la radio, les grands médias de la télévision notamment, estiment que bon, il n'y a rien à voir et c'est quand même inquiétant parce que, à mon avis, modestement, je pense que le seul vrai débat qui compte aujourd'hui, c'est celui sur l'alternance au Cameroun et c'est celui sur la qualité des élections. Parce que si l'alternance ne peut pas se faire par la voie des urnes, l'alternance aura lieu un jour ou l'autre. Par quelle voie est-ce que cette alternance devrait se faire? Il faudrait qu'on fasse très attention, surtout qu'ils sont très nombreux au Cameroun aujourd'hui qui estiment, pour parler comme Bois Massok, qui disait qu'on ne renverse pas une dictature avec un bureau de vote. Alors, il y a des gens qui sont très clairs, ils pensent qu'il faut une insurrection pour renverser ce pouvoir. Moi, je ne suis pas de ceux-là. Je suis parmi les rêveurs qui pensent qu'un jour, on va réussir à créer un cadre légal qui permette la libre expression des Camerounais afin de choisir ceux qui doivent diriger leur pays. Pour moi, c'est très, très important. C'est le seul vrai débat aujourd'hui. Pour l'autre raison, c'est laquelle? C'est le président Paul Biya, il a quoi, 87 ans, il est né en 1933. Il a 37 ans de pouvoir. À son âge, c'est vrai, il est très solide, dit-on, mais il y a très peu de chances qu'il soit éternel. Et donc, il va falloir commencer aujourd'hui à parler de l'après-Biya. Et l'après-Biya, le meilleur moyen de régler l'après-Biya sans casse, c'est de penser aux institutions. Et je pense que c'est lui qui devrait mettre en place des institutions qui permettent qu'on passe de son règne à un autre règne sans véritable casse. Et il aura rendu un grand service au Cameroun et à l'Afrique. Est-ce que votre ancien employeur, Canal 2 International, ne vous a pas fait d'invitation à venir présenter votre livre sur les antennes? Non, pas encore. Et j'attends toujours. Vous avez reçu de très nombreuses personnalités politiques camerounaises sur votre plateau, que ce soit pendant la grande interview ou lors de cette émission. Oui, face aux électeurs, pendant la présidentielle, oui. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Est-ce que vous avez senti des politiciens suffisamment patriotes, suffisamment en empathie avec leurs compatriotes pour faire bouger les lignes au Cameroun aujourd'hui? Alors moi, pendant que je travaillais à la télévision, j'ai rencontré effectivement, que ce soit avant l'élection présidentielle ou pendant, grâce à l'émission Face aux électeurs que j'animais et je recevais tous les candidats à l'élection présidentielle, il y a des rencontres que j'ai eues assez extraordinaire, avec des gens intelligents, des gens qui se soucient du devenir de ce Cameroun. Et dans l'un ou dans l'autre camp, j'ai rencontré des gens absolument magnifiques du RDPC, j'en ai rencontré absolument magnifiques de l'opposition, mais le plus gros, c'est vraiment des types qui ne pensent qu'à eux-mêmes. C'est bien dommage. C'est-à-dire quand vous regardez parfois le niveau
de discussion que vous avez avec certains gens au-delà des plateaux de télévision, c'est parfois un peu inquiétant. Vous vous dites, mais attendez, on n'est pas sorti de l'auberge là. Par contre, il y a quand même, il y en a qui vous donnent espoir, qui vous montrent qu'il y a des chances de croire en l'avenir, mais ce ne sont pas les plus nombreux, hélas. Est-ce qu'ils ont la capacité de faire infléchir les choses, de faire bouger les lignes? Est-ce que vous avez espoir que cette frange-là que vous avez rencontrée, qui vous a visiblement marqué, puisse, dans les prochaines années, prendre la main sur la scène politique? Malheureusement, ce sont les plus marginaux. Ce sont les plus marginaux, malheureusement. Et c'est ce qui est inquiétant. C'est ce qui est inquiétant, parce que s'il y avait un nombre assez important de gens qui pensent mieux le devenir du Cameroun, je pense qu'on n'en serait pas là. On n'en serait pas là, y compris au sein du régime. Moi, j'ai des discussions parfois avec des gens que vous ne pouvez même pas soupçonner, et quand je sors de ces échanges-là, parfois je suis bouleversé. Ils sont aussi inquiets que nous, ils sont aussi conscients que nous des lacunes du système, mais parfois ils sont désarmés. C'est vrai que ce n'est pas une raison, parce que je leur dis souvent, écoutez, le moment venu, quand on va faire le bilan de ce régime, vous ne serez pas exclus, parce que les Camerounais ne savent pas ce que vous pensez. Moi, je suis un privilégié parce que je suis journaliste et j'ai la possibilité de rencontrer parfois quelques personnes, d'obtenir des confidences des gens qui sont parfois haut placés, mais les Camerounais ordinaires, ceux qui sont là-bas à Bangalté, dans les quartiers populaires, à Gambafia et tout ça là, ils n'ont pas la même chance que moi, et ils considèrent que vous êtes tous pareils, donc il faut faire très attention. Il y a un moment où chacun doit prendre ses responsabilités, de dire je me désolidarise de ce système, parce que le Cameroun vaut mieux que nos petits intérêts de ministres, directeurs généraux et professeurs d'université, que je sais encore. Est-ce qu'on peut vous taxer de journaliste opposant? Alors, si on le dit, ce ne sera pas la première fois. Moi, j'entends ça, et encore que ce serait très gentil, parce qu'il y en a qui m'encartent dans un parti politique, ce qui ne me dérange pas du tout, parce que nous sommes dans un pays où les étiquettes sont très faciles à coller. La seule chose que je peux dire, c'est que je suis un journaliste qui est un peu engagé, militant même si on veut, mais le militantisme ne signifie pas forcément dans les rangs d'un parti politique. On peut militer pour une cause, et la cause pour laquelle je milite aujourd'hui, c'est pour un Cameroun meilleur. Et je dis souvent, lorsque des gens du pouvoir m'appellent, ouais Jean-Bruno, tu exagères et tout, je leur dis que je n'ai pas d'autre prétention. Après avoir écrit cet ouvrage, l'objectif, je n'ai pas d'autre prétention que celle d'apporter une contribution à l'amélioration de la démocratie camerounaise. C'est tout. Moi, je n'ai pas des attaques personnelles, je n'ai pas des problèmes avec des individus, ça ne m'intéresse pas les combats de personne. Je parle de mon pays parce que je m'indigne. Je me dis, on mérite mieux. On mérite mieux. J'ai discuté avec une amie sénégalaise avant de venir dans ce studio ici à Paris, qui connaît très bien le Cameroun à travers les réseaux sociaux, et elle m'a dit quelque chose qui m'a fait honte. Elle dit, mais c'est extraordinaire, les Camerounais, vous êtes tellement intelligents, vous êtes tellement cultivés, mais quand on regarde ce qui se passe dans votre pays, on se dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Il dit, vous êtes tout le temps en train de vous engueuler, vous êtes tout le temps en train de vous injurier, vous avez des faux débats sur les ethnies et tout ça, mais qu'est-ce qui vous arrive? Et ça, c'est quelque chose qui doit nous interpeller. Moi, je fais ma part, chacun fait sa part, et je le fais sans acrimonie contre personne. Est-ce que c'est votre engagement affirmé pour à la fois l'amélioration de la démocratie camerounaise et un journalisme de qualité qui vous a valu d'être limogé de Canal 2 International? Ce sont des rumeurs que j'ai entendues. Oui, ça peut paraître prétentieux pour moi de le dire, mais c'est la réalité. J'ai été clairement viré parce qu'on a demandé à mon patron de le faire. Et j'ai eu un échange avec lui. J'avais déjà eu quelques informations de personnes d'un certain niveau qui m'avaient dit, ben, écoute Jean-Bruno, il faut faire attention parce que voilà, ton patron a été reçu, voici ce qu'on lui a demandé de faire. Et le jour où mon patron me convoque pour me demander de démissionner, je lui dis, ben, écoute, je savais que tu le ferais. On m'a dit ci, il m'a dit ça. Il n'a pas démenti. Donc, malheureusement, c'est la réalité. Et je trouve ça vraiment dommage. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que je fais qu'on n'a jamais fait au Cameroun? Ben, écoutez, je fais simplement un travail de journaliste. J'ai mes opinions. C'est vrai que je peux parfois être dur. Mais quand on aime son pays, on est obligé d'être dur. On ne peut pas
aimer son pays et assister en spectateur à la décrépitude d'un si beau pays. Non, je pense que à un moment donné, il faut s'engager à dire les choses comme on le pense pour l'avenir et pour l'histoire. Ce qui me surprend et en même temps me déçoit dans cette déclaration, c'est que on a l'impression que ce n'est plus l'État qui est obligé de faire le sale boulot de la censure. C'est que les patrons de presse eux-mêmes peuvent s'y mettre, y compris ceux de la presse privée. Alors il faut faire très attention parce que je ne jetterai pas la pierre aux patrons de presse. Parce que vous savez, l'environnement de la presse au Cameroun est très très dur. Dans les rédactions les plus sérieuses au Cameroun aujourd'hui, on est à 2-3 mois d'arrêt de salaire. Vous savez, donc je connais des médias, surtout de presse écrite, qui n'arrivent pas à payer leurs employés depuis 5, 6, 7, 8 mois, voire plus, alors que le gouvernement leur doit énormément d'argent. Et aujourd'hui, on paye les factures des annonces du gouvernement dans les médias au faciès. C'est-à-dire que le journal qui est gentil... En fonction de la compatibilité absolument, avec les opinions du gouvernement. Au faciès, c'est-à-dire que le journal qui est gentil avec le gouvernement, qui fait carrément de la propagande gouvernementale, même si ce n'est pas un journal de qualité, il va au ministère des Finances, il reçoit 10, 15, 20 millions, et les médias sérieux, mais qui ont le mauvais goût d'être critiques, ne reçoivent rien du tout. Donc, c'est un problème. Et donc, il y a une équation à résoudre pour ces patrons de presse. Est-ce que je fais du journalisme au risque de ne pas payer mes employés ou alors, mais je pense que dans ces conditions, il faut savoir trouver le juste milieu. Il y a des médias qui résistent et leurs employés ne se portent pas si mal que ça. Je ne voudrais pas en citer un pour ne pas attirer l'attention de manière négative sur ces médias-là. Lorsqu'on est un patron de presse au Cameroun, que ce soit de radio, de télévision ou bien de presse écrite, il faut faire preuve d'un peu de courage. Et c'est ça la différence entre un homme d'affaires qui détient un média et un journaliste. Parce que le journaliste a toujours ce que mon maître Haman Mana appelle l'orgueil journalistique. Il y a des choses qu'on n'accepte pas. Moi, quand je travaillais pour Le Jour, le nombre de pressions que Haman recevait pour me faire virer, surtout quand je travaillais au service des sports, était impressionnant. Il était invité à déjeuner ou à dîner chaque jour pour lui demander il faut chasser Jean Bruno, mais il savait résister. La question qu'il posait, c'est a-t-il commis une faute professionnelle ? Il lit les articles, il dit moi je ne vois pas quelle faute il a commis là-dedans. Donc il résistait. Et je pense que dans l'environnement camerounais aujourd'hui, c'est cela qu'il faut aux médias. Or, ça c'est la réaction d'un patron de presse qui est journaliste. La réaction d'un patron de presse qui est homme d'affaires, c'est de dire ah non, il faut que je protège mon business. Je ne veux pas de problème et tout. Donc les considérations professionnelles, éthiques et tout, il s'en fout. L'objectif c'est le business. Donc je pense que c'est un choix qu'il y a à faire. Et voilà quoi. D'accord. J'espère que la promotion de votre livre que vous êtes en train de faire en Europe se poursuivra au Cameroun et donnera lieu à des débats, y compris au sein des médias camerounais. Ben, je l'espère, je ne désespère. Je ne désespère de rien. De toutes les façons, lorsque mon livre est sorti, je l'ai dit, je suis ouvert au débat. Ce n'est qu'une contribution. Donc, il n'y a vraiment pas de quoi s'arracher les cheveux. Ce n'est qu'une contribution. Des gens peuvent estimer que je n'ai rien dit de bon là-dedans ou alors estimer que j'aurais pu aborder le sujet de telle manière. Ce n'est qu'une contribution et je suis, comme je l'ai dit, ouvert au débat. Parce que pour moi, il est important dans une société qu'on ait des débats de qualité sur des sujets qui sont importants. Le plus important et qui est au-dessus de nous tous, c'est le Cameroun. Pour moi, c'est cela ma conviction. Et aujourd'hui, nous sommes en fin de règne et les règnes qui ont mis trop longtemps, les transitions sont souvent très très difficiles et nous devons faire très attention. C'est pour ça que je considère cet ouvrage comme une bouteille que j'ai jetée à la mer sur un débat qui me semble essentiel, celui sur la dévolution du pouvoir au Cameroun. Et cela doit se faire par la voie des urnes. Le Cameroun a fait le choix de la démocratie, il faut qu'on en respecte les règles. Et les Camerounais doivent comprendre que la qualité des élections ne dépend pas simplement des partis politiques. C'est un débat citoyen. Chaque citoyen, quel que soit son bord politique, la question est de savoir est-ce que ma voix compte ? Quel que soit le bord que vous avez choisi, est-ce que votre voix compte ? Et la qualité de la gouvernance
dépend également de la manière dont on est arrivé au pouvoir. Lorsqu'on est arrivé au pouvoir par la voie des urnes, c'est-à-dire grâce au peuple, on fait attention à ce que pense le peuple. Mais lorsqu'on arrive au pouvoir par des élections truquées, on se maintient au pouvoir parce qu'on a une armée qui est brutale et tout, ben écoutez, le peuple, il peut pleurnicher tous les jours, ça n'intéresse personne. Donc, tous les Camerounais, tous autant que nous sommes, nous avons intérêt à ce qu'il y ait des élections justes et transparentes dans notre pays. Merci beaucoup Jean-Bruno Tanieu. C'est moi qui vous remercie. Et bonne suite de promotion pour votre livre Accordé avec fraude. Merci infiniment. C'est très gentil de m'avoir reçu. Merci. Nabala bolaye.